France Info, et nous on va s'intéresser à l'actualité politique de ce samedi. Et cette question, les Républicains vont-ils lâcher Sébastien Lecornu pendant que le Premier ministre peaufine son architecture gouvernementale avec une annonce finale qui devrait intervenir dans les prochaines heures ou les prochains jours? Le parti dirigé par Bruno Retailleau fait monter les enchères et conditionne son maintien au gouvernement. On va analyser cette séquence politique avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous. Et John-Christopher Roland. Bonjour. Bonjour. Docteur en droit public, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Mais d'abord, si vous le voulez bien, direction le siège du parti Les Républicains, où on retrouve en direct Maxime Laurent. Maxime, c'est en quelque sorte ce soir une réunion couperet qui doit se tenir. Oui, alors effectivement, est-ce un coup de bluff ou alors une vraie menace de Bruno Retailleau et des Républicains de quitter le gouvernement? Eh bien, pour le moment, rien n'en est moins sûr. Ce qu'on sait, c'est que cette réunion, elle devrait se tenir donc dans la soirée par visioconférence avec les principaux cadres du parti. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider si oui ou non ils prendront des ministères dans le prochain gouvernement. C'est ce qui leur avait été demandé par Sébastien Lecornu. Par contre, les Républicains avaient émis des demandes, notamment à ce que la main tendue vers la gauche ne soit pas trop grande, également que les sujets liés à l'immigration soient bien traités comme ils le souhaitaient, notamment la prise en charge de l'aide médicale d'État, qu'elle soit revue par les Républicains. Enfin, Bruno Retailleau avait demandé à Sébastien Lecornu que les Républicains puissent avoir au moins un tiers des ministères avec des membres de leur parti en poste. Et bien pour le moment, pas de réponse de la part du gouvernement. C'est pour ça que cette réunion ce soir, elle pourrait durer longtemps. C'est à l'issue de cette réunion et donc dans la soirée qu'on devrait savoir si les Républicains entrent ou non en accord avec la majorité pour participer à ce gouvernement. Merci Maxime Laurent, en direct du siège des Républicains dans le 7e arrondissement de Paris. On va retrouver tout de suite en direct avec nous Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains. Pierre-Henri Dumont, elle démarre quand cette réunion? Vous en êtes, j'imagine? Bonjour, écoutez, c'est ce soir. Nous, on attend surtout, avant d'avoir les questions de réunionnite qui sont celles des Républicains. C'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir si Sébastien Lecornu donne une réponse à nos demandes. Et nos demandes, elles ne sont pas nouvelles, puisque nos demandes ont été faites dès le jour de sa nomination. Elles ont même précédé sa nomination, puisque nous avions eu un bureau politique et on avait mis noir sur blanc nos différentes lignes rouges et ce qu'on aimerait voir dans le contrat de gouvernement. Le Premier ministre avait promis un courrier, des engagements écrits, on ne l'a toujours pas eu. Et donc, évidemment, on attend d'abord un geste de la part du Premier ministre, simplement qu'il tienne les engagements qu'il avait pu énumérer à l'oral. On va en venir évidemment à vos demandes insistantes envers le Premier ministre Sébastien Lecornu, mais puisque Maxime Laurent l'évoquait comme cela au début de son direct devant le siège des Républicains, coup de bluff ou réelle envie de claquer la porte? Je veux dire, c'est coup de bluff pour faire monter les enchères ou vraiment vous vous dites il vaut mieux qu'on s'éloigne de la Macronie avant la présidentielle? Alors, je peux vous dire deux choses de façon sûre et certaine. C'est que, ce n'est pas un coup de bluff. C'est vraiment parce que nous estimons que nous n'avons pas aujourd'hui les garanties suffisantes pour permettre aux Républicains, avec la ligne qui est la nôtre, qui a été définie par le bureau politique et sur laquelle s'est fait élire Bruno Retailleau à la tête du parti, d'être représentés au sein du gouvernement. Et deuxième chose que je peux vous dire, c'est que c'est absolument pas une question de place. On n'est pas là pour demander des places, on n'est pas là pour demander des postes, on n'est pas là pour savoir qui sera sous-secrétaire d'État. Selon nos informations, il y a quand même un tiers des places qui sont demandées par les Républicains. Vous démentez ça? Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas et que, en tout cas, ce que nous avons d'abord et uniquement mis sur la table, c'est ce qui a été sorti du bureau politique, qui est les lignes, on va en parler, vous l'avez dit, sur les questions de dépenses publiques, sur l'absence d'augmentation des impôts dans le pays, qui est déjà le plus taxé au monde, sur les questions migratoires également, et arrêter de faire des concessions à la gauche alors que le pays est majoritairement à droite. Alors, je vais vous donner deux éléments d'appréciation de la situation. Vous allez me dire si ça ne peut pas pencher en la faveur du maintien des Républicains au sein du gouvernement. Première information, un ministre sortant, le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, dit qu'il ne reste pas au gouvernement, arguant notamment de ses convictions d'homme de gauche. Ça pourrait laisser penser que le budget que prépare Sébastien Lecornu, mais aussi ses prises de position dans différentes réunions, pourrait pencher à droite. Ça pourrait donc plutôt aller dans votre sens, non ?
En tout cas, si il sort comme ça, c'est probablement qu'il a dû avoir écho quelque chose. Mais une fois plus, le Premier ministre nous avait promis un courrier, une lettre écrite avec des engagements écrits, fermes, définitifs sur la politique menée par le gouvernement futur dont il aura la charge. C'est pas simplement une question de budget, c'est une question de moyens alloués et de volonté politique de faire. Et donc si demain on a des engagements qui sont des engagements euros, mais on s'aperçoit que Bruno Retailleau, qui serait resté ministre de l'Intérieur, ne peut pas diminuer l'immigration en France, ne peut pas remettre en place un délit de séjour irrégulier sur le territoire français. Oui, si vous êtes impuissant, quoi. Si vous êtes impuissant, ça ne sert à rien de rester au gouvernement, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et que c'est pour ça que nous avons besoin d'engagements écrits et sur la base desquels se formera le gouvernement. C'est quelque chose de nouveau en France, puisque c'est ce qui se fait partout ailleurs en Europe. Mais maintenant, il faut le mettre en place. Alors, autre élément qui nous est parvenu cet après-midi, le Premier ministre Sébastien Lecornu propose dans son budget une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est en fait un impôt de production à hauteur de 1,1 milliard d'euros dès 2026. Il envisage aussi sa suppression progressive d'ici 3 ans. C'est son entourage qui l'a déclaré à l'AFP. C'est une main tendue aux entreprises, notamment aux PME et aux ETI. Ça pourrait aller dans votre sens? Alors, ce n'est pas une nouveauté, puisque la suppression de la CVAE était déjà dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau peut-être qu'il va le faire. Sur la table. C'est quand même mieux de tenir ses engagements. Quand on est Premier ministre d'Emmanuel Macron et membre de son gouvernement depuis 2017, c'est sûr que c'est quand même mieux de tenir les promesses du président de la République qui vous a nommé. Bon, ça vous suffit pas. Au-delà de cette... c'est pas ça, c'est que vous comprenez bien que nous, ce qu'on demande, c'est des baisses de dépenses. Et que, imaginez, là, ce qu'on a, c'est une baisse de recettes. Et non, d'ailleurs, pardon de le dire, mais c'est même pas une recette de l'État, c'est une recette des collectivités territoriales. Ça veut dire qu'on a un Premier ministre qui a commencé par dire on va faire un grand acte de décentralisation. Très bien, on est hyper favorable à la décentralisation chez les Républicains. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on va supprimer des recettes pour les collectivités territoriales, les intercommunalités, les départements et les régions. Donc ça veut dire deux choses, soit elles auront moins de moyens, soit elles seront encore plus dépendantes de l'État, parce que l'État devra compenser. Donc on en revient au sujet qui est le sujet de base sur lequel on se bat depuis tout le temps, et depuis en particulier la nomination de Sébastien Lecornu, c'est qu'il faut diminuer les dépenses dans ce pays, et avant de vouloir couper des impôts ou d'en rajouter, taillons déjà dans la dépense publique, sachant qu'on est le pays qui dépensons le plus, avec des services publics qui ne sont pas au niveau. Restez encore avec nous, Pierre-Henri Dumont, quelques instants. Arnaud Benedetti, vous avez entendu Pierre-Henri Dumont, on a entendu Maxime Laurent devant le siège des Républicains. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on n'imaginait pas une hypothèse où les LR sortiraient déjà du gouvernement. Là, ils donnent l'impression de ne pas vouloir forcément rester. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on ne sait pas s'ils veulent vraiment partir. Mais Pierre-Henri Dumont nous assure que oui. Mais de toute façon, la participation des LR, je veux dire, ne va pas de soi depuis le début, depuis 1 an. Il a fallu toujours qu'ils la justifient. Et ils l'ont justifié notamment par la voix de Bruno Retailleau en disant que s'ils entraient au gouvernement, c'était pour 2 raisons. D'abord, pour faire barrage à la gauche. C'était un des arguments princeps de Bruno Retailleau pour légitimer la présence des LR dans ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun ou le socle central, enfin le socle commun plutôt. Et le deuxième élément, c'était de pouvoir peser sur un certain nombre de décisions gouvernementales, notamment, principalement d'ailleurs sur le domaine régalien, en l'occurrence l'immigration. Et là, on voit qu'il y a 3 lignes sur lesquelles insistent principalement les Républicains pour conditionner leur participation au gouvernement. Il y a la question de la fiscalité, donc pas de hausse d'impôts, la question de l'immigration, dont les socialistes, eux, de leur côté, font une ligne rouge, en l'occurrence par la voix de leur premier secrétaire. Et la troisième question, la troisième ligne, c'est la question de la valorisation de la valeur travail contre les logiques d'assistanat. Donc, ce sont ces éléments-là. Mais si vous voulez, je crois que le défi pour les Républicains, c'est d'être capable de se différencier malgré tout, des macronistes, c'est-à-dire d'être à la fois, de faire la démonstration de leur responsabilité et en même temps de ne pas être amalgamé à un macronisme qui est un macronisme finissant, qu'on le veuille ou non, à 18 mois
de l'élection présidentielle. C'était plus simple pour eux au moment où Michel Barnier était à Matignon, parce que c'était un des leurs. C'est là qu'ils ont franchi le pas, le Rubicon. Non, puis je rappelle une chose, il y a un élément important, c'est que vous avez vu que le groupe parlementaire LR s'est quand même quasiment divisé sur le vote de confiance à François Bayrou. Vous avez quand même plus d'une dizaine, je crois, de parlementaires LR qui ont voté contre, une bonne dizaine qui se sont abstenus. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il y a des questions qui se posent. Pierre-Henri Dumont, LR est divisé sur le soutien à un gouvernement avec un Premier ministre macroniste. C'est ça aussi, il y a une question de stratégie. La stratégie, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il y a des élections municipales qui arrivent, il y a une présidentielle qui se prépare, et il faut bien à un moment donné exister en tant que tel, à la fois comme force politique et avec ses propositions et son corpus d'idées. Ce n'est pas une question de stratégie, en particulier pour les élections municipales, pour une raison qui est très simple. C'est que la majorité présidentielle, c'est-à-dire Renaissance, n'ont aucune collectivité dont ils sont à la tête. Donc en fait, la question de Renaissance aux élections municipales ne se pose pas. C'est les Républicains qui sont dans la majorité des villes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont la majorité au Sénat. Ça se pose parce que ça peut éventuellement venir contrarier certaines candidatures des Républicains. Pour prendre par exemple au hasard, l'élection municipale à la mairie de Paris, par exemple. Ce sera à chacun de prendre ses responsabilités et de savoir, alors qu'ils sont les deuxième, troisième, quatrième choix dans certains territoires, s'ils veulent faire élire les amis des écologistes, des socialistes ou des communistes et transformer à nouveau Paris dans un capharnaüm tel qu'on le dit maintenant. Donc vous voyez bien qu'il y a une question qui se pose de stratégie politique pour ces municipales. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que ça a été très bien dit. Quand Michel Barnier a été Premier ministre, évidemment que pour nous, ça ne se posait pas la question de rentrer au gouvernement. C'était l'un des nôtres qui était Premier ministre. Et il y a eu une précipitation au moment de la nomination de François Bayrou Premier ministre, à la suite de la censure à l'encontre de Michel Barnier, où il n'y a pas eu de contrat de gouvernement qui a été signé, validé par les différents partenaires de ce socle commun. Et c'est en cela, comme il n'y avait pas de document martyr sur lesquels on était tous à peu près d'accord, qui a été raturé, modifié, validé ensuite, et bien qu'il y a eu une division au moment du vote, qui était le vote de confiance demandé par François Bayrou. La résultante de la division des députés des Républicains entre pour, abstention et contre sur le vote de confiance à François Bayrou, c'est qu'il n'y avait pas de validation d'un contrat de gouvernement. Et c'est pour ça que maintenant, au contraire, nous disons le soutien de Républicains à l'intérieur ou à l'extérieur du gouvernement ne va pas de soi, que nous voulons un contrat de gouvernement. Vous voulez un contrat de gouvernement et une lettre de cadrage. Et vous attendez, je vous coupe Pierre-Henri Dumont, vous attendez une lettre de cadrage, mais est-ce qu'elle peut vraiment arriver, cette lettre de cadrage, ce contrat de gouvernement, quand vous avez un Premier ministre qui vous dit « la balle est dans le camp du Parlement, c'est au Parlement d'amender le budget, moi je ne peux pas le faire, je n'ai pas de majorité, je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République ». Est-ce qu'en fait vous n'attendez pas un document qu'il n'est pas en mesure de vous fournir ? Pardon, mais il y a deux choses. Il y a la question budgétaire. Ou la question budgétaire, on l'a entendu hier lors de où là, le Premier ministre a dit ce sera au Parlement de choisir. Donc déjà, sur la fiscalité, il ne peut pas vous répondre. Mais il n'y a pas que sur les questions de fiscalité, ça a été dit, il y a les questions de travail, il y a les questions de est-ce qu'on crée une allocation sociale unique et qu'on la plafonne à 70% du SMIC comme nous demandons. Est-ce qu'il y a les mains libres pour Bruno Retailleau s'il devait rester au ministère de l'Intérieur, par exemple sur la politique des visas, sur la réduction de l'aide médicale d'État, sur, au final, une politique globale qui vise à diminuer l'immigration en France. Et ça, le Premier ministre, il peut évidemment s'engager, puisque c'est lui qui aussi est à l'initiative des différents projets de loi qui sont présentés au Parlement, et que sur une diminution de l'immigration dans notre pays, je peux à peu près vous assurer qu'il y a et une majorité au Parlement et une majorité de Français qui sont d'accord sur ce point. Donc c'est qu'une question de courage politique, et la lettre de cadrage, c'est également le Premier ministre qui l'a proposé lui-même. Donc nous, on demande simplement qu'il respecte ses engagements. John Christopher Rolland, le problème de Sébastien Lecornu, c'est qu'il est écartelé et il doit absolument tenter de séduire les socialistes et de faire des propositions qui vont dans leur sens, qui sont absolument presque sur tous les points, en tous les cas ceux abordés par Pierre-Henri Dumont et les LR, fiscalité, immigration, travail, antinomique avec les Républicains. Donc en fait, il est coincé. Sébastien Lecornu, en ce moment, me fait penser un peu à un pays, c'est-à-dire qu'il a des problèmes sur le plan international, c'est son Parlement, il a des problèmes aussi au plan interne, c'est, si vous voulez, l'ultimatum, son socle commun, l'ultimatum. Il faudrait dire d'abord deux choses.
c'est une hypothèse, mais est-ce que les LR ici n'ont pas un peu les yeux plus gros que le ventre? Tout à l'heure, M. Dumont a dit la France penche à droite. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est des choses qui ne se proclament pas. Ce sont des choses qui se vérifient. Or, à l'Assemblée, alors pour mettre de côté le Sénat, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est parce qu'il y a 10 000 maires de villes de moins de 1 000 habitants que le Sénat penche plutôt à droite, mais ça ne se proclame pas. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que vous dites, c'est que on touche qu'aux dépenses et on touche pas aux recettes. Comment voulez-vous que Sébastien Lecornu, pris en étau entre ces desiderata-là et ce que demande l'Assemblée nationale, y compris d'ailleurs en matière de hausse du pouvoir d'achat de la part du Rassemblement national, c'est une situation qui est inextricable. Donc, si les LR sont cohérents, ils n'iront pas. Arnaud Benedetti. Que la situation soit assez inextricable, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est très simple. Vous regardez encore une fois le vote de confiance, ou le vote de non-confiance, plutôt de défiance vis-à-vis de François Bayrou. Vous avez 364 parlementaires qui ont voté contre. Vous êtes dans une situation parlementaire où, pour la première fois sous la Ve République, ce sont les oppositions qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Sauf ça, que c'est un phénomène totalement unique. Sauf que hier, quand il a renoncé au 49.3, à l'utilisation du 49.3, on s'est dit qu'il avait pris une bouffée d'oxygène, c'est-à-dire qu'il avait reculé la censure. C'est habile parlementairement, mais vous voyez bien que du côté du Parti socialiste, parce qu'en fait il s'agissait pour Sébastien Lecornu de prendre au mot les socialistes qui réclamaient finalement la non-utilisation du 49.3. Mais la réalité, c'est que finalement, les socialistes, à partir du moment où ils ont obtenu cette condition, demandent une autre condition. Aujourd'hui, c'est la possibilité qu'on redébatte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ceci dit, c'était dans leurs conditions de départ aussi. Oui, mais enfin bon, c'est-à-dire que pour eux, c'est quand même une condition pour ne pas censurer rapidement, en tout cas, le gouvernement. Donc, la situation est très difficile, vous l'avez parfaitement dit, c'est-à-dire que ce qu'il donne à gauche risque de lui faire perdre sur sa droite, et ce qu'il va donner à droite risque de lui faire perdre sur sa gauche. Il faut qu'il se garde de sa droite, de sa gauche, un peu, vous savez, comme Jean Lebon à la bataille de Poitiers. Oui, c'est assez inextricable, voilà. Effectivement. Pierre-Henri Dumont, vous comprenez que le Premier ministre doive donner des gages aux socialistes s'il veut durer et perdurer ? Bien sûr, mais l'objectif est quand même de trouver un compromis entre tout le monde. Et le Parti socialiste a eu ce qu'il a demandé. Enfin, pardon, mais tout le débat politique s'est fait depuis maintenant 3 semaines autour des propositions de la gauche. On n'a pas du tout parlé d'immigration ces 3 dernières semaines, pas du tout parlé de régalien, pas du tout parlé de baisse des dépenses. On n'a parlé que de la taxe Zuckman, que de l'augmentation des impôts. On en a parlé, mais ils ne l'ont pas. On en a parlé, mais ils ne l'ont pas. Mais ça veut quand même dire que ce qui a été mis sur la table, c'est le débat qui était porté par la gauche, pas le débat qui était porté par la droite. Ensuite, il y a eu, ça a été dit, cette proposition, cette annonce qui a été faite par le Premier ministre, qui est de dire il n'y aura pas de 49.3. Et ce qui en réalité est la suite de sa première interview qu'il avait donnée le soir de sa nomination à la presse écrite, où il expliquait que ce serait au Parlement de faire le budget. Et maintenant, c'est aussi aux parlementaires d'être responsables et de faire tenir l'ensemble des dépenses dans un cadre, une limite qui sera celle choisie par le Parlement. Et puis peut-être qu'à la fin, on s'apercevra que le budget qui sera le budget présenté et voté par le Parlement, en tout cas, présenté par le gouvernement, sera totalement différent de celui qui aura été voté in fine par le Parlement, et que on peut avoir une explosion des dépenses, et que chacun il devra se restreindre, en particulier dans le bloc central, dans ceux qui s'estiment et qui sont plutôt raisonnables, à mettre des amendements qui augmentent de 20, 30, 40 millions de dépenses pour faire plaisir à leur électorat local. Et c'est aussi ça, aussi être responsable. Et qu'en fait, ça permet de rebasculer la responsabilité de l'adoption ou pas d'un budget du Premier ministre au Parlement, et ça bascule du coup cette responsabilité dans l'opinion publique. C'est ça en fait tout l'enjeu, je pense, de cette proposition de faire une absence de 49.3. Et du coup, le Premier ministre a du mal à vous répondre parce qu'il ne sait pas ce que le Parlement va décider. Arnaud Benedetti, John-Christopher Rolland, il y a aussi un élément quand même, c'est l'avenir personnel de Bruno Retailleau, car il est au gouvernement et ça lui a permis d'avoir une surface médiatique et politique importante en tant que ministre de l'Intérieur. Il est pour l'instant un peu à la traîne dans les sondages. Est-ce qu'il ne se dit pas aussi qu'en sortant plus tôt du gouvernement, il pourrait profiter d'une meilleure distanciation avec le bilan d'Emmanuel Macron ?
La difficulté, c'est que vous avez parfaitement dit, c'est que c'est vrai que le fait qu'il soit ministre de l'Intérieur aujourd'hui lui a permis de gagner en notoriété, en visibilité et en légitimité dans son propre camp politique et dans son propre électorat, indéniablement. Sauf que la limite de l'exercice, c'est finalement, oui, ce que pense en tout cas une grande partie de l'électorat de droite, c'est que oui, il est sincère, mais finalement, je veux dire, il n'a pas les moyens d'agir aujourd'hui. Donc, jusqu'à quand cette stratégie de maintien au gouvernement le sert? C'est la vraie question à laquelle il est confronté, sachant qu'en plus, il sait très bien que compte tenu de la configuration qui est la configuration de ce gouvernement, de ce futur gouvernement Lecornu, ces conditions, j'allais dire, les marges de manœuvre qui seront les siennes ne seront peut-être pas encore, seront encore peut-être encore plus restreintes qu'elles ne l'étaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il demande d'avoir la maîtrise de la totalité de la politique des visas dans son ministère de l'Intérieur, parce que c'est pour, en effet, le marqueur de l'enjeu migratoire est un marqueur très fort pour le ministre de l'Intérieur, politiquement parlant aussi. John-Christopher Rolland, tout est question de timing en fait là pour Bruno Retailleau. Il sait qu'il faut partir du gouvernement pour ne pas être trop marqué par le bilan d'Emmanuel Macron. En même temps, ce n'est peut-être pas le moment. Alors il a un illustre prédécesseur qui pourrait suivre, c'est Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron a d'ailleurs, Nicolas Sarkozy aussi en 2007. Mais en 2016, je pensais que vous pensiez à Nicolas Sarkozy, mais les deux. Pourquoi pas? Ils sont partis à peu près un an avant la présidentielle. Ça ramène Bruno Retailleau après les municipales de mars 2026. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je pense qu'il est sur une ligne de crête, c'est-à-dire est-ce qu'il a acquis la surface nécessaire pour gagner totalement en visibilité et en légitimité? Et deuxièmement, est-ce que finalement le moment est le plus opportun pour justement faire cavalier seul en disant « j'ai les mains liées, je suis obligé de partir, mais vous avez vu, j'ai essayé ». On va voir ça dans les prochaines heures. Merci messieurs de nous avoir éclairés sur cette situation politique. Merci également à Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, d'avoir été en ligne avec nous. La réunion débute à 19h, d'après les informations du service politique de France Télévisions. Mais j'imagine que vous serez à l'heure, Pierre-Henri Dumont. Merci d'avoir été avec nous. On va s'intéresser à l'exécution provisoire, thème au centre de l'actualité ces derniers jours après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est tout de suite dans l'œil du 20h. Et puis tout de suite après, tout est politique avec Myriam Ankawa. Je vous retrouve demain à 16h sur France Info. Bon début.